Merci de nous faire confiance sur New World Info. C'est l'heure de décryptage. Nous allons parler de la Russie. Est-elle disponible à exporter ses céréales? Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. La guerre en Ukraine a paralysé les exportations de céréales de l'Ukraine qui est producteur clé dans ce domaine. Cette guerre a provoqué une flambée des prix. Mamadou Diouf, la question elle est là. Est-ce que la Russie est disponible à exporter ses céréales aujourd'hui? En fait, il faut faire la part des choses ici puisque la Russie elle-même est productrice de céréales. On s'attend même cette année à une production record en matière de blé. La Russie va être en mesure d'exporter à peu près 50 millions de tonnes de blé à travers le monde. Sur ce plan, bien sûr, il n'y a aucun problème, puisque ça, c'est le blé russe. Le problème qui se pose, c'est qu'au niveau de l'Ukraine, sur les récoltes précédentes, il y a à peu près 6 300 000 tonnes de blé qui sont en attente d'exportation. Et c'est tout l'enjeu de ce port d'Odessa que les Ukrainiens ont miné d'un point de vue stratégie militaire et qui était le port par lequel les choses devraient passer. Rappelez-vous, quand le président Macky Sall est allé en Russie, c'était en partie pour qu'on puisse mettre ce blé à disposition sur le marché pour que les Africains puissent l'acheter. Il n'est pas allé manger, il n'est pas allé demander du blé, donnez-nous du blé. Non, les pays achètent du blé. Mais ils ne peuvent pas le faire aujourd'hui parce que le blé est bloqué, c'est la première chose. La deuxième chose, les sanctions financières par rapport à la Russie rend la tâche difficile à nos pays, puisque rappelez-vous que quand on achète, on emprunte les devises des gens pour acheter, et les Russes disent qu'ils vendent maintenant en roubles. Donc il y a plusieurs problèmes dedans. Rappelez-vous la dernière intervention de la Turquie également, qui dit qu'elle est prête, dans le cadre des Nations Unies, puisque les Nations Unies ont fait cette proposition, qu'il y ait des routes sécurisées pour permettre l'exportation de ces céréales. La Turquie se porte garant pour mettre des navires, pour assurer la sécurité des navires qui vont exporter les céréales. Mais tout cela, on l'entend, il y a la volonté russe, mais les Russes veulent en même temps qu'on démine le port d'Odessa. Et qui doit déminer cela? Mais c'est les Ukrainiens, puisque c'est eux qui l'ont miné pour empêcher aux Russes de pouvoir accéder à leur territoire. Bien sûr, il y a la dimension commerce qui est là, mais on est dans une zone de guerre où, à côté des coups de feu, il y a un certain nombre de stratégies que les gens mettent en place pour attaquer tout comme pour se protéger, et ça participe au blocage du blé, des céréales de façon générale qui se trouvent au niveau de l'Ukraine. Alors, pour déminer le port d'Odessa, on doit plus s'adresser à Zelensky. Ah non, pas seulement à Zelensky, puisque les Ukrainiens ont miné le port pour empêcher aux Russes de pouvoir accéder chez eux facilement. Vous les avez vus détruire eux-mêmes des ponts chez eux pour ralentir l'avancée des Russes. Cela fait partie des stratégies en matière de guerre. Les Ukrainiens ne vont pas consommer les 6 millions de tonnes de blé qui se trouvent en stock chez eux. Eux aussi, ils veulent le vendre. En guerre, ils ont tellement besoin de revenus que s'ils avaient des possibilités pour le vendre, ils le feront. Mais le problème, les Russes sont intéressés par ce port d'Odessa et tout le monde le sait. Mais c'est pourquoi les Ukrainiens l'ont également miné. Et c'est l'endroit par lequel passer une bonne partie des céréales, puisque il y a l'autre possibilité qui est là de passer par la Pologne à travers le rail, mais c'est extrêmement compliqué. Il y a la route, il y a le côté maritime à travers le Danube, mais ici, cela coûtera d'abord beaucoup plus cher, parce que c'est un autre système de transport qui va aller passer par la Pologne, et ce n'est même pas garanti qu'on laissera ce matériel-là rouler en toute sécurité, puisqu'on a vu les gens parfois s'en prendre à des convois humanitaires destinés à évacuer des populations civiles. Donc il y a tous ces problèmes qu'il faut prendre en compte. Il ne s'agit pas de dire à l'Ukraine il faut déminer le Danube, le Odessa plutôt. Ils l'ont déminé dans un cadre stratégique au niveau de la guerre. Ils ne l'ont pas déminé pour ne pas laisser le blé ukrainien quitter l'Ukraine. Alors, quel est l'intérêt pour la Russie d'exporter ses céréales dans le monde, dans un environnement où on a pris des sanctions justement contre la Russie, surtout les Occidentaux? Mais les sanctions, il faut l'entendre seulement. Les Occidentaux continuent à acheter du blé russe par pays interposé. Et ça leur coûte plus cher. Puisque, il ne faut pas se tromper. Dans le discours, tout le monde a compris que nous sommes dépendants de la Russie,
chacun est en train de s'organiser pour réduire, voire même éliminer cette dépendance. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans l'immédiat. Et c'est pourquoi, à l'intérieur même de la communauté européenne, ça pose problème. Parce qu'en fonction de la dépendance du pays par rapport au gaz, au pétrole ou bien aux céréales russes, quand on veut prendre des sanctions, vous avez des pays qui résistent parce que dans l'immédiat, la sanction va avoir un effet boomerang et il ne les laissera pas dans un très bon état. On a vu l'attitude de la Bulgarie, on a vu l'attitude de l'Allemagne, de l'Italie par rapport au gaz, etc. Parce que les situations ne sont pas exactement les mêmes au niveau de tous les pays européens. Maintenant, la Russie produit des céréales. Cette année, on s'attend à ce qu'ils produisent plus de 180 millions de tonnes. Ils ne peuvent pas le consommer. Une partie de la production est destinée à l'exportation. Ce n'est pas du blé seulement, le maïs également. Une partie est destinée à l'exportation. Et c'est dans cette partie-là aujourd'hui qu'il y a problème parce que dans les sanctions contre la Russie, pour l'empêcher d'avoir des devises qui vont alimenter la guerre, on veut amener les gens à ne pas acheter les céréales russes, à ne pas acheter le pétrole, à ne pas acheter le gaz russe, mais il n'y a pas quelque chose pour le remplacer pour le moment sur le marché mondial. Ce qui fait que la Russie continuera à vendre et ne vous trompez pas, certains de ces pays qui parlent très fort, il y en a qui sont en train d'acheter les céréales russes par pays interposés et l'achetant à un coût beaucoup plus cher parce qu'ils passent par un intermédiaire. En français facile, cela veut dire que s'il y a refus de la Russie d'exporter ces céréales, la Russie risque de souffrir financièrement. Mais la Russie risque de souffrir financièrement, jusqu'à quel point je ne sais pas, parce que ce n'est pas un petit pays quand même. Mais si la Russie refuse d'exporter ses céréales et qu'on continue de bloquer l'exportation des céréales qui viennent de l'Ukraine, mais vous avez pratiquement 29% du commerce mondial en matière de céréales qui se retrouve bloqué. Nous, on voit déjà les conséquences. Parfois, vous levez le matin, si vous n'êtes pas levé assez tôt, vous ne pouvez pas acheter du pain parce qu'il n'y a pas eu assez de farine. On n'a pas fait du pain dans une certaine quantité. Nous, encore, Afrique occidentale, ça va, nous ne sommes pas de gros consommateurs de pain. Pensez à mes amis maghrébins. Mais le résultat, c'est ce que les gens disent aujourd'hui et qui les amène à tirer la sonnette d'alarme. Si on ne libère pas les céréales qui sont dans cette zone, on va vers d'énormes difficultés pour le continent africain. Certains vont même jusqu'à dire qu'il y a un risque de famine. Et ils ont raison. Parce qu'en termes de consommation de maïs et de blé, on est concerné. Il y a autre chose dont on ne parle pas suffisamment, c'est la question des engrais. Demandez aux paysans à combien ils achètent les engrais aujourd'hui. Ils vous expliqueront qu'ils sont en train de subir indirectement cette guerre parce que ces deux pays également sont de gros producteurs en matière de fertilisants. Mais en ce moment, si on ne peut pas fertiliser, ça veut dire que nos rendements vont être moindres. Pendant qu'on ne peut pas recevoir des céréales, si vous mettez les deux choses ensemble, il est clair qu'une crise alimentaire va s'installer en Afrique. Est-ce que ça va arriver à la famine comme certains le prédisent ou pas? Je ne sais pas, mais c'est clair qu'une crise alimentaire va s'installer, d'autant qu'aujourd'hui, on dit que rien qu'en Afrique de l'Ouest, il y a à peu près 12,5 millions de personnes qui sont déjà en situation difficile à cause de cette guerre en partie. Si ça continue, vous imaginez ce que cela va donner. Alors, à partir de votre analyse dans les exportations, Mamadou Diouf, quelle place ou bien quelle quantité l'Afrique doit avoir? L'Afrique prise dans sa globalité. Mais une très grosse place. Parce que curieusement, nous ne produisons pas du blé. Alors qu'on peut en produire au Togo, on peut en produire au Burkina, on peut en produire au Sénégal. Pour le cas du Sénégal que je connais très bien, l'ISRA, qui est l'équivalent de l'ITRA ici, a étudié des variétés hâtives de blé qu'on peut cultiver sur 3 mois. Et ils en sont actuellement, je crois, à 7 variétés qu'on peut cultiver en fonction des zones au niveau du Sénégal. Le problème, c'est le rendement. Ils sont à peu près à 3 tonnes par hectare, alors que dans les zones tempérées, on est autour de 9 tonnes par hectare. Mais ça veut dire qu'il y a un travail qui devait d'ailleurs être fait et qui ne l'a pas été. Et puisque nous avons des économies, comme on dit, extraverties, on est victime. Parce que sur le coup, certains disent qu'il faut se retourner sur le maïs, sur la farine de ceci, sur la farine de cela. On ne change pas les habitudes alimentaires du jour au lendemain. Non. Et même quand on dit allons vers la patate, quelle est la production que nous avons de patates? Est-ce qu'elle est capable de remplacer cette production qui est là en matière de céréales? Donc il y a un travail qui devait être fait, qu'il faut reconnaître, qui n'a pas été fait.
Bon, ça, je ne parle que de l'Afrique de l'Ouest. Ne parlons pas du Maghreb, ne parlons pas des autres parties du continent africain. Ça fait qu'il y a un manque énorme aujourd'hui en termes de tonnage sous forme de millions pour pouvoir nourrir les Africains. Le drame, mais c'est que c'est paradoxal. Nous faisons plus d'1 milliard de personnes. Les Russes sont combien? Même pas un demi-milliard de personnes. Loin même d'un demi-milliard de personnes. Est-ce que c'est les Russes qui vont nourrir les Africains? Alors qu'eux, ils ont la glace. Et nous, nous avons des terres arabes. On dit que notre population, 70%, elle est jeune. On a des fleuves, on a de l'eau. Je crois que c'est l'occasion. Ouais, c'est pourquoi c'est l'occasion. Au lieu d'être là à dire tout simplement, il faut qu'on achète qu'on mette le blé sur le marché pour qu'on l'achète, il faut qu'on ait le même comportement que les Occidentaux. Ils sont en train, en même temps que la guerre, en même temps que leur combat contre la Russie, de résoudre la question de leur dépendance contre la Russie. Pas immédiatement, mais ils mettent en place une stratégie pour le faire. Mais il faut que l'Afrique se mette exactement dans cette même situation, d'autant plus que pourquoi nous allons acheter ce que nous sommes capables de produire. C'est vrai que Sankara n'est plus là, mais ce qu'il avait dit, il a toujours eu raison, et il continue d'avoir raison. Nous devons produire ce que nous mangeons. Si on l'avait fait, la guerre en Russie n'aurait pas eu l'impact qu'il a chez nous. Et il y a un président qui l'a reconnu et qui a donné déjà des voies à suivre, le président rwandais Paul Kagame, qui dit qu'il fera tout pour permettre à son pays de s'autosuffire au niveau de ces céréales. Est-ce que c'est un exemple à suivre par d'autres présidents? C'est un exemple à suivre puisque dans tous nos pays, malheureusement, depuis les indépendances, on parle d'autosuffisance alimentaire. Qui l'a atteint? C'est là également le problème. On ne l'a pas atteint parce qu'il n'y a pas un leadership par rapport à cette chose. On attend le mois ou la semaine du consommé local pour mettre en valeur nos ressources locales. Après, on oublie. Mais si on veut que nos cultures se développent, il faut que nous-mêmes, qu'on accepte de les consommer. Quel est le paysan qui va vous produire du blé ici déposé alors que vous n'allez pas acheter le blé? Si le blé brésilien ou bien russe ou bien canadien est disponible, vous préférez aller acheter ce blé-là et puis laisser ici son blé. Quel est le paysan qui va vous produire du blé en ce moment? Mais il y a un leadership qui doit être là. Et ça se fait dans les pays occidentaux. Quand nous produisons du blé, quand nous produisons du maïs, nous pouvons fermer le marché en disant que tant que la production locale n'est pas utilisée, on ne permet pas à la production étrangère de venir s'installer sur notre marché. C'est ce que les autres nous font, d'une façon ou d'une autre, avec des barrières qui peuvent être tarifaires comme des barrières qui peuvent ne pas être tarifaires. Mais tous les pays qui se sont développés, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand vous les voyez, c'est ce qu'ils font. Ils protègent leur production locale parce qu'ils savent qu'en situation de crise, il vaut mieux pouvoir compter sur soi-même que de regarder à gauche, à droite pour voir sur qui on va compter. Mais ça, en Afrique, on en parle depuis les indépendances. Mais quels sont les pays qui l'ont réussi? Il y a un manque de leadership par rapport à cela. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens également parce qu'on ne peut pas nourrir l'Afrique aujourd'hui avec l'agriculture traditionnelle. Il va falloir moderniser cette agriculture. Mais nous avons des ingénieurs agronomes. S'il faut chercher des spécificités, aller à l'ITRA pour leur demander des qualités de maïs, ils vous en donneront. Ils vous donneront des variétés, ils vous donneront les particularités, ils vous diront dans quel sol il faut le mettre. Mais eux, quand ils mettent ça, quand ils finissent ce travail de recherche, il y a un second travail qui reste. Où sont nos opérateurs économiques? Ceux qui partent acheter le riz en Asie pour venir vendre. Est-ce qu'on ne peut pas produire ce riz-là sur place? Mais il y a plusieurs mécanismes qu'il faut mettre en jeu. Le président de la République seulement ne suffira pas. Il y a plusieurs mécanismes qu'il faut mettre en jeu. Et le dernier des mécanismes, il faut qu'on accepte de consommer notre riz local, qui nous pose moins de problèmes que ce riz qu'on nous envoie d'ailleurs, qui est parfois âgé de 15 ans, alors que nous ne nous en rendons même pas compte. Alors qu'on peut avoir un riz pluvial ou bien fait après la crue, qu'on va consommer directement, dans lequel on n'a pas mis des conservants pendant des années pour que ça fasse semblant de rester du riz. Mais il y a tout ce travail-là à faire avec les populations. Et quand on met ensemble ces éléments, on peut produire, on peut consommer. Le paysan, il trouvera son compte, mais il acceptera d'investir également pour le faire. Mais il ne va pas investir pour produire une grande quantité qui va s'asseoir ici sous forme de surproduction parce que les autres, ils vont jusqu'à parfois exonérer leurs agriculteurs, ce qui leur permet d'amener des produits dans nos pays et malgré le transport, de le vendre à un prix qui est plus compétitif que le prix de nos produits locaux, ce qui d'un point de vue économique pose
pose un sérieux problème. Mamadou, est-ce qu'il faut une solution aujourd'hui individuelle, comme l'a proposé le chef de l'État rwandais Paul Kagame, ou une solution collective? Je veux parler d'une solution africaine. Mais qu'est-ce que les Européens font? Ils cherchent une solution individuelle ou ils cherchent une solution collective? Mais il faut que l'Union africaine joue son rôle. Heureusement, il y a déjà quelque chose, mais actuellement, l'actualité nous oblige à précipiter un certain nombre de choses. Mais voilà un espace pour la ZLECA. Ouais. On a parlé ici la dernière fois d'un pays africain qui a accepté que le Rwanda vienne prendre des espaces chez lui pour cultiver. Mais c'est ce genre d'exemple qu'il faut multiplier. Si ce pays a l'expertise, il a la force de frappe sur le plan financier, il n'a peut-être pas chez lui assez d'espace, parce que le Rwanda, on connaît les collines, oui. Mais il faut accepter que le Rwanda vienne dans un pays, que le Sénégal aille dans un autre pays, oui. Que le Togo aille dans un autre pays, qu'on produise pour que le tonnage dont les Africains ont besoin, qu'on puisse le produire avec la même qualité que ce qu'il y a sur le marché international, voire même avec une qualité supérieure. Mais qu'on le destine aux Africains. Parce que nous produisons de bonnes choses également. Mais souvent, ces bonnes choses que nous produisons, nous les amenons vers l'extérieur et nous, on prend les sous-produits. L'Afrique produit beaucoup d'huile, par exemple, d'arachide. Mais souvent, c'est vendu plutôt à l'extérieur parce que c'est une huile de qualité. Et nous, on se contente maintenant de consommer des huiles qui nous viennent d'ailleurs, où on ne sait même pas si c'est de l'huile réellement ou bien c'est de l'huile qu'on a réutilisée, qu'on a filtrée pour nous revendre. En fait, c'est ces problèmes-là qu'il faut résoudre. Mais pour le résoudre, un seul pays ne pourra pas le faire. Vous avez des pays qui sont extrêmement vastes, où il y a de l'espace, il y a de l'eau. Si ce pays est capable de produire en quantité, il faut qu'il puisse écouler sa production après. Et en ce moment, nécessairement, il y a cette interaction qui rentre. Pourquoi les pays africains? C'est écrit. Ils doivent commercer d'abord entre eux avant d'aller commercer avec d'autres. Il faut préférer son voisin qu'à l'autre pour qui on va traverser la Méditerranée ou bien l'océan Atlantique ou bien la mer Rouge. Mais dans la pratique, quand vous regardez nos échanges sur le plan économique, ce que nous faisons entre nous et ce que nous faisons avec ceux qui sont les plus éloignés, mais quand vous faites la balance, il n'y a pas de discussion. Bref, la Russie est prête à exporter ses céréales, mais ce moment est un moment de réflexion pour tous les Africains. Mais pour tous les Africains, y compris pour la Russie, parce qu'aujourd'hui, la Russie va se poser des questions. Si vous regardez, la Russie se tourne également de plus en plus vers la Chine et vers d'autres pays parce qu'ils ont un produit. Mais s'ils ne peuvent pas exporter 50 millions de tonnes de blé, ils vont faire quoi avec? Ça deviendra un problème pour eux. Donc eux également, ils sont dans la même stratégie que les autres qui veulent les bloquer pour essayer de trouver de nouveaux marchés, y compris même avec des facilités, parce que derrière la guerre, n'oublions pas, il y a une autre guerre qui se mène à un niveau géopolitique qui n'a rien à voir avec la guerre, avec les armes sur le terrain ukrainien actuellement. Et dans cette guerre, les aspects économiques, les aspects financiers, tous ces aspects-là rentrent en jeu. Donc la Russie même l'a compris. Mais nous également, il faut surtout, on est passé par Covid, qui nous a donné une leçon. Occupez-vous de vous-même. Parce que, comme on le dit en Afrique, quand les barbes brûlent, chacun s'occupe de sa propre barbe, avant d'aller s'occuper de la barbe de l'autre. Covid nous l'a montré. Les gens ont stocké les vaccins chez eux, en très grande quantité, au point que nous, on ne les voit même pas. Mais il faut qu'on tire la leçon. L'Afrique va être développée par les Africains, pour les Africains. Continuer à dépendre des autres, c'est accepter d'être à la queue et de ne jamais se retrouver à la tête, alors qu'on peut se retrouver à la tête parce que les moyens sont là, les personnes également, en termes de qualification, sont là pour le faire. La Russie disponible à exporter ses céréales. Merci à l'inépuisable Mamadou Diouf. On se retrouve la prochaine fois. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.